Voilà, donc bonjour à tous. Moi, j'ai pas pris de PowerPoint. Je vais faire une présentation de vive voix comme ça. Donc déjà, j'ai le plaisir de vous accueillir à Nantes pour ceux qui connaissent pas ou peu et qui ont, j'espère, le plaisir de découvrir la ville. En plus, on est juste à côté du terrain de foot historique où l'équipe de foot de Nantes, les Canaries, a connu des heures de gloire. Donc c'est quand même un site. Si. Il a connu ici des heures de gloire, il en a connu ailleurs aussi. Mais voilà, c'est un lieu, en tout cas symboliquement pour les Nantais, qui est très fort, qui est très connu. Donc, je voulais vous le dire. Sur Nantes, je vais en fait vous faire vraiment une présentation avec beaucoup d'exemples très concrets. On n'a rien à voir évidemment avec la commune de Mouans-Sartroux. C'est pour ça ce matin on a parlé aussi de s'inspirer, de montrer ce que l'on fait, de s'inspirer, mais pas forcément de chercher à dupliquer. Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Et je pense que ce qui est fait à Mouans-Sartroux, il y a des choses dont on peut s'inspirer, mais pas tout. Et des choses que nous on fait ici qui ne pourra pas être fait dans une plus petite commune. Alors déjà, pour vous présenter à Nantes ce qui s'est passé, c'est sûr que pour avoir une démarche dans la restauration collective, il faut qu'il y ait, on l'a dit aussi, ça a été dit ce matin, une volonté politique. S'il n'y a pas cette volonté politique d'alimentation de qualité pour les enfants, en particulier, il n'y aura pas de démarche possible. Donc il y a vraiment la volonté politique d'être dans la proximité, d'être dans la qualité, d'être dans la préservation de la santé des enfants, ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a aussi une forte demande de la population, de plus en plus. Les gens nous demandent qu'est-ce que vous donnez à manger aux enfants, est-ce que c'est du bio et c'est quoi ce plastique et d'où vient la pomme. Ils sont très attentifs. Et puis c'est aussi une volonté de la collectivité de soutien économique à la filière. Et là, c'est dont on a beaucoup parlé ce matin, comment soutenir la filière locale. En même temps, on est évidemment dans des contraintes économiques. Il ne faut pas que ça coûte 3 fois plus cher. Mouans-Sartroux l'a dit aussi. On est dans les questions aussi réglementaires. C'est qu'il faut respecter la sécurité alimentaire. Il faut respecter les règles diététiques. Et puis, on a les contraintes des marchés publics, même si effectivement, on essaye de les contourner légalement. Mais c'est quand même une contrainte assez forte. Pour Nantes, on est aussi, je disais, sur d'autres volumes. C'est 14 000 repas, 14 000 enfants qui mangent dans les restaurants scolaires municipaux. Donc, en plus, il y a ceux qui vont dans les écoles privées. 14 000 enfants, 14 000 repas qui sont servis chaque jour dans les 88 restaurants scolaires de la ville de Nantes, avec à peu près 4 tonnes de denrées par jour aussi. C'est 1 tonne de viande ou de poisson, 1 tonne 7 de légumes, 1700 pains. Voilà, on est sur des volumes très importants, avec un coût à peu près de 4 millions, 3 millions et demi de coûts, rien que pour d'achat pour les denrées alimentaires. Il y avait en 2008, simplement, vous voyez, c'est assez récent, la démarche de la volonté de rentrer dans une démarche d'achats locaux, d'achats de proximité. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 0 achats locaux avant, mais en tout cas, c'était pas une volonté, c'était pas fléché. En 2008, il y a eu cette décision de favoriser cette filière locale, ce qui fait qu'en 2013, sur nos 3,5 millions d'achats par an, excusez-moi, c'est 4 millions de denrées, mais c'est 3,5 millions par an. Sur nos 3,5 millions d'achats par an, il y avait en 2013 400 000 euros qui étaient consacrés aux achats de produits locaux qu'on espère doubler d'ici 2020. Vous voyez qu'on a encore une marge de progression. Alors, comment c'était montré ce matin sur les circuits d'économie circulaire, comment on s'y est pris? On a en fait beaucoup travaillé avec les producteurs. Soit on est allé les chercher, soit en fait beaucoup de producteurs sont venus nous voir. Et c'est l'une des illustrations de la façon dont ça s'est passé à Nantes, c'est qu'en fait, on le disait ce matin, il y a ce millefeuille compote des collectivités administratives, mais finalement, ce n'est pas une collectivité qui est pilote. J'ai le sentiment que ce sont beaucoup les partenaires, comme Manger Bio ou Cap 44. Ce sont finalement eux qui mettent du lien entre les différentes collectivités, entre les différents échelons. La région rencontre ses producteurs, la ville rencontre ses producteurs, d'autres villes les rencontrent aussi. Ce sont eux qui nous réunissent. Donc, on a travaillé avec des producteurs et là, je vais prendre quelques exemples de choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Par exemple, sur le fromage, la Tome Bio de Cambon, qui a une vingtaine de kilomètres de Nantes. C'est un fromage qui nous a été proposé pour les enfants. Et en fait, la première fois qu'on l'a essayé, ça a été une catastrophe complète. Il y en a 80% qui est parti à la poubelle, ce qui fait vraiment mal au cœur.
Et en fait, on s'est rendu compte que le fromage qui nous était présenté était beaucoup trop piquant au goût des enfants. Et notre réaction a été de dire, puisque ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Et quelles mesures il faut prendre pour l'améliorer? Donc là, il y a eu un travail important qui a été fait avec le producteur pour qu'il affine différemment ce fromage. Ça, c'est son métier. Il sait le faire. Et il a réussi à faire un produit que, quand on l'a représenté aux enfants, là, ils l'ont mangé et ils l'ont apprécié. Donc c'était vraiment tout gagnant. Il y a eu aussi un travail qui était fait avec le personnel de restauration, puisque du coup le fromage n'était pas livré en lamelles ou en portions, mais à la meule. Donc je crois qu'il a été déjà découpé en deux pour qu'il soit plus facilement manipulable. Et nous, on s'est équipé de couteaux spéciaux qui permettaient au personnel aussi de trancher le fromage. Donc on voit que par des petites adaptations comme ça, il y a des choses qui sont faisables, qui sont possibles. Et on a eu aussi un autre exemple réussi avec du yaourt, puisque c'est un yaourt qui venait de Saint-Omer-de-Blain, qui n'est pas très loin d'ici non plus. Et là aussi, le yaourt, la première fois qu'il nous a été servi, il était très liquide. Et pour les enfants, ça ne passait pas du tout. À nouveau, un travail avec le producteur a permis d'avoir un yaourt moins liquide qui maintenant est mangé, dévoré par les enfants sans souci. On a aussi cherché la même chose sur les fruits, les kiwis, qui ont par exemple on a du mal à avoir quand on achète. Alors nous, on ne peut pas se permettre d'acheter le matin, le jour même. Hein. C'est vrai qu'on fait les menus bien à l'avance et qu'on prévoit les achats aussi à l'avance. Et du coup, la difficulté pour les kiwis, comme pour les poires, c'est de les avoir à maturité le jour où on a prévu qu'on mangerait des kiwis ou des poires, avec pas toujours beaucoup de possibilités de changement, d'adaptation au dernier moment. Donc là, on a eu quelques déconvenues avec des kiwis qui restaient soit qui partaient à la poubelle avec complètement acide, soit qui restaient à mûrir sur les comptoirs pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, ils étaient mûrs, et là, on pouvait les manger. Donc, on a changé aussi là notre pratique, et on a travaillé avec un producteur local qui, lui, nous choisit les 14 000 kiwis quasiment un à un, et qui sont mûrs, tous mûrs le jour où il nous les livre. On a aussi une autre démarche, c'est de faire, c'est une des façons un peu de contourner les contraintes des marchés publics, c'est qu'il y a une des clauses qui rend possible le choix, entre guillemets, du producteur, de la personne avec qui on va travailler, c'est de mettre des clauses d'insertion. Donc si on va travailler avec une entreprise adaptée qui fait travailler des personnes en situation de handicap, c'est une condition pour favoriser tel producteur plutôt que tel autre. Et ça, on a utilisé ce dispositif-là, cette possibilité-là, notamment pour le pain qui est fabriqué dans un ESAT, un établissement protégé. Et on est en train là de faire des tests avec une légumerie une petite légumerie qui est en Vendée, qui fait de la carotte, entre autres, qui fait donc des légumes et des carottes tranchées qui nous intéressent. Et là, ce sont des travailleurs aussi en situation de handicap qui interviennent dans cette entreprise-là. Et puis, c'est tout l'intérêt de travailler avec des producteurs très locaux, c'est qu'on avait travaillé dans notre démarche en disant si on achète du poulet, on ne va pas acheter que les blancs de poulet et puis le reste, ce n'est pas mon problème. Sur 14 000 repas, ça fait 7 000 poulets à qui on enlèverait les blancs et les cuisses, mais après, qu'est-ce qu'on fait du reste? Ça fait quand même beaucoup. Et du coup, on a travaillé aussi avec l'industriel en disant nous, on prend tout le poulet, mais il faut nous le couper. Et lui n'avait plus les chaînes de production ni les ouvriers pour travailler le poulet de cette manière-là. Et parce que c'était un partenaire local, on a pu avancer là-dessus, ce qui fait que quand on achète du poulet, on l'achète le poulet entier, ils nous le coupent en 4 et nous on le cuisine. Et du coup, les enfants, quand ils le mangent, ils mangent. Quand ils se servent, ils vont avoir peut-être une aile, peut-être du blanc, peut-être un pilon. C'est selon ce qui tombe. Contrairement à Mouansartrou, nous, on n'est pas en self, on est sur des repas livrés, les enfants mangent à table, donc ce sont des barquettes de 8 portions qui sont servies. Donc c'est pour ça que dans la barquette, on peut trouver différentes portions du poulet. Et donc, je vais donner quelques exemples qui montrent qu'il faut s'adapter, mais que l'on peut s'adapter quand on veut le faire. On a d'autres démarches en cours, notamment sur la viande bio. Je pense que plusieurs personnes ici sont dans cette expérimentation, cette démarche qui a démarré là, avec le bœuf bio
Puisque si on commande, je vous disais, 1,2 tonne de viande, ça va être du rôti. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la bête? Il faut pouvoir aussi la cuisiner et ne pas. C'est là que nous, c'est là que c'est intéressant pour la collectivité de travailler avec les partenaires locaux dans une grande proximité, c'est qu'on comprend aussi les contraintes. Quand l'abattoir nous dit, mais moi, si je vous donne les rôtis, qu'est-ce que je fais des 400 bêtes qui me restent sur les bras? Eh ben, est-ce qu'on peut s'arranger à plusieurs? Parce que nous, on prend le rôti, mais l'autre, il va faire du ragoût. La fois d'après, on échange. Voilà comment on peut organiser et prévoir un petit peu plus en amont les menus pour que tout le monde s'y retrouve. On a le projet aussi sur la légumerie Jules Riffel qui a été présenté un petit peu ce matin. Et puis, une autre démarche en cours, qui est vraiment au démarrage, c'est de faire monter les protéines, la part de protéines végétales dans la restauration scolaire. Et là, par contre, ce sont des problèmes complètement différents. C'est que pour les cuisiniers, faire travailler le soja, par exemple, c'est extrêmement dévalorisant. Alors là, c'était une découverte, en fait, pour moi. J'étais surprise de cette réaction, mais en fait, c'est très dévalorisant pour eux parce que ces cuisiniers qui ont 45, 50 ans, ils ont appris à cuisiner le soja quand ils étaient plus jeunes. Et à ce moment-là, c'était utilisé en fait comme un produit pour épaissir un petit peu un ragoût ou un sauté à moindre coût. Et on le faisait passer dans la sauce et on le faisait passer pour de la viande en fait. Et donc pour eux, c'est lié à de la mauvaise alimentation, à de la tromperie. Et ils se disent, moi je suis cuisinier et je ne veux pas faire n'importe quoi, je ne veux pas faire ça. Et du coup, il faut apprendre autrement. Et il faut bien les envoyer aller en formation et apprendre à cuisiner autrement. Donc on a sur la région de la ressource justement en formation, mais ça veut dire qu'il faut changer quand même des pratiques alimentaires. Alors, Joëlle Remoissenet est là, est conseillère régionale justement de la restauration dans les lycées, et je sais qu'il y a eu tout un programme de formation sur les cuisiniers dans les lycées qui a très très bien marché et qui fait que maintenant les cuisiniers des lycées en tout cas, ont intégré ces pratiques-là. À nouveau, le problème est différent puisque chaque lycée a sa cuisine et fait ce qu'il veut, à peu près, ce qu'il peut. Nous, on est sur une cuisine qui fait pour 14 000 personnes. Donc, il faut que tout le monde, il ne peut pas y en avoir un qui dit « moi, je fais comme ça » et puis l'autre va faire autrement. Il y a aussi, quand on parle de montée de protéines végétales, ça veut dire qu'il faut respecter des équilibres alimentaires différents. Ça s'improvise pas non plus. Et comme nous, on cuisine nos 700 kilos de pâtes crues, par exemple, ça se cuit dans des casseroles qui sont, c'est pas des casseroles, c'est des marmites qui sont pratiquement hautes comme ça. Et pour la qualité de confort des cuisiniers, ce sont des marmites qui se balancent. On ne soulève pas pour égoutter, comme vous égouttez votre plat de pâtes ou de riz. En fait, on bascule la marmite pour avoir le moins de choses à manipuler. Et on avait fait des essais. Les cuisiniers avaient fait des essais avec de la quinoa, et la quinoa, elle était entièrement passée à travers la passoire. Ça avait été un fiasco terrible. Donc, même quand on veut changer les habitudes, après, on a cette contrainte. Est-ce que le matériel va? Est-ce que le cuisinier sait faire? Est-ce que ça va aller? Ou on avait fait, je ne sais plus, une autre légumineuse qu'ils avaient faite, c'était devenu de la purée complètement. Bon, voilà. On a la chance d'avoir une équipe qui est motivée et qui cherche, qui fait des répétitions, qui teste des recettes pour voir comment ça peut se cuire. Et puis, il faut que ça plaise au goût des enfants qui ne sont pas forcément habitués à ça. C'est pour ça qu'en parallèle, on travaille donc avec les agents qui accompagnent les enfants sur ce temps du midi. Ça représente à peu près 1000 adultes, entre les agents de restauration, les animateurs, les personnels de cantine, les dames de maternelle, à peu près 1000 adultes qui accompagnent ces 14 000 enfants sur le temps du repas. Et il faut qu'elles aussi soient sensibilisées à ce qu'on a fait. Parce que si le cuisinier se décarcasse, lui, à faire une petite sauce avec le concombre ou où on a travaillé avec le fromager et que la dame de cantine dit « t'aimes pas le fromage ?» c'est pas grave, t'as qu'à le laisser. Ça met tout par terre, quoi. Il faut aussi qu'on ait quelqu'un qui dise « t'aimes pas ce fromage? Mais pourquoi? Il a un goût différent et si tu le croques, il ressemble à quoi ?» Enfin voilà, il y a tout un accompagnement qui doit se faire et qui se fait pas forcément spontanément, justement parce qu'on est gros, qu'on est trop gros et il faut qu'on s'organise bien. Donc il y a cet accueil des enfants. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur le recyclage. Quand on jette, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on en fait de ce que l'on jette quand on reçoit tout sur palette, en carton, qu'on puisse recycler tout ça au maximum. Il y a aussi un travail important de lutte qui démarre sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On est encore loin, nous, des performances de Mouans-Sartroux, mais c'est l'objectif d'y arriver. On est aujourd'hui à 120 grammes à peu près gaspillés par repas et par enfant. C'est considérable. C'est un petit peu moins que la moyenne nationale. Donc on va moins pire que la moyenne nationale, mais enfin c'est quand même
même pas terrible. 120 grammes, c'est énorme quand on pourrait nourrir un enfant, avec un jeune enfant avec cette portion-là. Donc il faut qu'on arrive à le réduire. On se rend bien compte qu'il y a vraiment plusieurs faisceaux pour arriver à ça. Il faut que les cuisiniers fassent des choses qui plaisent aux enfants. Il faut que les dames et les messieurs, les animateurs qui accompagnent les enfants, accompagnent le temps de repas. Il faut que les enfants connaissent les aliments, et c'est pour ça qu'il y a aussi des ateliers de jardinage, des ateliers cuisine aussi, parce que plus l'enfant va manipuler l'aliment, plus il va s'y habituer, mieux il le consommera, et plus il va le revoir, et plus il va s'y habituer si on lui en parle. Il y a eu une étude qui a été faite dans la région aussi, Educalim. Elle n'est pas présentée aujourd'hui, mais c'est une étude qui a été faite par des chercheurs sur Nantes et Angers, et qui montre aussi tout cet accompagnement autour de l'alimentation pour que les enfants consomment des fruits et légumes qu'ils ne consommeraient pas forcément très facilement habituellement. On voit toutes les conditions à réunir pour que ça marche le mieux possible. Et puis il y a aussi l'association des enfants eux-mêmes au menu. Donc c'est ce qu'on appelle les commissions restauration, où les enfants élaborent les menus avec la diététicienne, avec un animateur, et participent aussi toutes les 5-6 semaines à des commissions que je préside, et où ils vont nous poser toutes leurs questions sur ce qu'ils mangent, mais aussi sur l'animation, l'encadrement, la décoration de la cantine, toutes ces questions-là qu'ils posent librement, et qui nous permettent aussi qui leur permet à eux de faire remonter les questions de leurs copains, mais à nous aussi d'expliquer que des fois on a des demandes qui sont très très contradictoires. Il y en a un qui dit moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de repas étrangers, et l'autre qui dit moi j'aime pas les repas chinois. Donc voilà, quand ils en parlent, en tout cas entre eux, ça permet de discuter et de dire qu'est-ce qu'on fait alors si toi t'en veux, toi t'en veux pas. Voilà, on discute et on essaye de trouver des solutions. En tout cas, les questions qui se posent globalement, c'est aussi ce rapport sur la proximité. Faire travailler notre réseau de proximité, notre réseau local, mais en se disant finalement je travaille avec mes producteurs locaux, mais je veux bien que mes producteurs locaux ils exportent ou ils vendent à d'autres régions. Enfin, il y a un petit paradoxe, on ne peut pas non plus s'enfermer complètement. Il y a le fait aussi que, et puis il ne faut pas que ça nous empêche de manger des bananes, de l'ananas, de l'avocat, enfin des choses qui ne sont pas produites localement. Il y a aussi la question de l'expérience qui est possible, parce que dans nos collectivités aujourd'hui finalement, on voit, on peut faire chacun des améliorations, c'est pas interdit de le faire, donc moi je me dis donc c'est qu'on a le droit de le faire et on le fait. Mais comment pour les habitants, finalement, c'est pas forcément très juste. C'est que si j'habite à Mouans-Sartroux, je vais avoir une grande qualité d'alimentation, mais si j'habite une autre commune, c'est peut-être tout à fait autre chose, avec pas forcément le même intérêt. Donc, c'est l'équité d'accès à un service public pour la population qui est interrogée, qui est imprévisible du coup, où que l'on habite en France. Et puis je trouve, moi, des messages politiques qui vont être contradictoires entre il faut développer le bio en proximité, mais vous avez un cahier des charges qui est construit de telle manière, un cahier une condition de marché, d'appel d'offres pour les marchés publics qui est construit de telle manière que vous pouvez même pas dire que le critère géographique est un critère. Il faut qu'on contourne ça habilement, ou pas habilement d'ailleurs, pour y arriver. Moi, je pensais naïvement que avoir un produit, que le critère de proximité, ça voulait dire que c'était produit à 30 km, allez, 50 km de là où j'habite. Pas du tout. Dans le code des marchés publics, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire. Donc je peux l'acheter en Argentine, en Hollande. S'il y a un seul intermédiaire, c'est un produit de proximité. Si je l'achète à 20 km de Nantes, mais que c'est passé entre les mains de 2 personnes, ce n'est plus un critère de proximité. Donc ça, voilà, il y a des choses un petit peu contradictoires. On en parlait aussi très récemment, les agriculteurs se sont mobilisés parce qu'on leur annonçait la baisse de 25% de subventions pour l'agriculture biologique. Donc on nous dit développer le bio, mais je vous sucre 25% de subventions. Voilà. On a des fois des messages contradictoires qui nous arrivent. Et puis, en tout cas, pour une collectivité, le bénéfice quand même reste, à mon sens, tout à fait important, puisqu'on a vraiment ce grand avantage de travailler en proximité, donc de pouvoir affiner le produit à nos besoins, au goût des enfants, aux quantités, au volume dont on a besoin. Ça, on ne peut le faire qu'avec un producteur local de proximité. On a aussi l'intérêt de valoriser le métier de cuisinier. Ce ne sont pas des gens qui ouvrent des boîtes et qui coupent des pommes en 4 toute la journée. C'est vraiment des gens qui font la cuisine, qui recherchent des recettes qui vont plaire, qui leur plaisent à eux, qui plaisent aux enfants, qui expérimentent aussi sur des nouveaux produits. L'agroalimentaire a quand même beaucoup, beaucoup évolué.
Et puis, ce qui est aussi tout à fait intéressant à voir et très vivant, c'est cette éducation au goût que l'on fait pour les enfants. Ce que l'on fait maintenant, c'est l'enfant, quand on touche un enfant, on sait qu'on touche à peu près 4 personnes autour de lui. Et puis l'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc de toute façon, c'est tout bénéfice pour les collectivités. Voilà très rapidement l'exemple que je pouvais donner de ce qui se passe à Nantes.